Oui, merci. Effectivement, j'étais et je suis toujours très inquiet par rapport à cette intervention parce que je n'ai pas d'expertise ni de compétences dans le domaine d'intervention qui est le vôtre. Et tel que j'ai compris la demande, c'était de présenter quelque chose qui soit un regard extérieur et un élargissement, mais qui traite la question de la présence, qui est une question qui me préoccupe, en particulier autour de la question de la coprésence et de la manière dont cette question de la coprésence est quelque chose qui fait partie de notre sens commun, comme quelque chose de positif. Il est bien de se voir en présence, c'est la forme pleine de la relation, c'est là qu'on est vraiment avec l'autre, c'est là vraiment qu'on partage. On a tous cette norme et cette ancrée en nous comme quelque chose vers quoi on se replie si on nous pose des questions sur qu'est-ce que c'est qu'être ensemble, comment il faut être ensemble, comment il convient d'être ensemble. Et en fait, ce que je voudrais vous présenter, c'est un ensemble de réflexions autour des complexités actuelles qui entourent et qui mènent parfois à la contestation, je dirais, de cette norme. Donc je voudrais travailler autour de 4 idées simples, 4 idées dont, alors certaines, elles seront plus ou moins pertinentes par rapport à vos questions, mais après l'idée, c'est que ça vous permette éventuellement d'ouvrir à d'autres débats qui vous sont plus propres. La première idée que je voudrais défendre, c'est l'idée qu'il y a aujourd'hui des tensions qu'on pourrait appeler politiques autour de la présence et du dialogue. J'ai dit que nos cultures étaient traversées par l'idée que le face-à-face était premier, que le face-à-face était la façon pleine de se rencontrer, d'établir du lien, que c'est mieux de se voir et que de dialoguer, ce qui conditionne d'ailleurs une vision des outils de communication. Les outils de communication, par rapport à cette norme-là, c'est toujours un supplément. Ça permet de rétablir quelque chose, mais c'est jamais aussi bien que se voir, qu'être présent, qu'être ensemble en face à face. Et ça aussi, ça va avec. Je dirais les deux vont avec. Ce que je voudrais souligner, c'est que dans notre société, on est dans une société qui est de plus en plus gestionnaire, qui est traversée par des impératifs managériaux à tous les niveaux, dans tous les secteurs, dans toutes les institutions. Et un des aspects de cette logique gestionnaire actuellement, c'est une prise de conscience à beaucoup d'endroits que cette présence, justement, c'est un luxe. C'est quelque chose qui est très coûteux, qui est coûteux en temps et qui est très coûteux financièrement. Être présent avec l'autre dans beaucoup de secteurs institutionnels, c'est quelque chose qui devient de l'ordre du luxe et qu'on ne peut plus se permettre de façon systématique. Je travaille beaucoup dans le domaine de la justice, par exemple. Je me suis intéressé beaucoup à l'introduction, depuis 5 ou 6 ans, de la visioconférence dans la justice, qui s'est fait au nom de l'idée que ça coûte trop cher d'extraire les gens de la prison. Le temps des gendarmes, les problèmes de sécurité, mettre quelqu'un en dehors de la prison, l'amener au tribunal pour des audiences qui peuvent être très très courtes, c'est très coûteux, c'est trop coûteux. Et le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur se sont posé la question de trouver des moyens de pouvoir échapper à ces coûts. Donc il y a à la fois une prise de conscience que la présence au tribunal est coûteuse, et pourtant le tribunal, c'est un des lieux où l'exigence de présence est très très forte. La justice s'est construite sur la base de l'idée d'une comparution corps présent, d'être devant ses juges, et de pouvoir être devant ses juges et ses accusateurs et de pouvoir être entendu par eux. Mais aujourd'hui, on considère que dans beaucoup de cas, on ne peut plus assurer les conditions de cette présence, quoi qu'on pense par ailleurs du caractère du fait que ce soit important ou pas. Et c'est très général. J'aurais pu prendre un exemple de la relation des entreprises avec leurs clients. Actuellement, il y a des réflexions au niveau des ressources humaines des entreprises, en particulier high-tech, sur le fait qu'on n'a même plus besoin, pour recruter quelqu'un, de le voir, d'avoir le traditionnel entretien d'embauche. On peut faire maintenant, à partir de profils, de routines de calcul automatique sur des profils informatiques et des profils de dossiers, et soi-disant trouver la bonne personne sans même la rencontrer. Donc vous voyez qu'à tous les niveaux, il y a à la fois l'idée que être ensemble en présence, c'est coûteux, et ça devient de plus en plus un luxe, et une alternative, au fond, qui est, dans certains cas, de même plus voir les personnes, de traiter des dossiers ou de traiter des profils calculés. Alors moi, j'étais confronté à ça dans un contexte particulier, qui est le contexte des commissions des mesures de sûreté. La commission des mesures de sûreté, c'est quelque chose qu'a mis en place Rachida Dati en 2007 ou 2008, dans l'idée que les détenus en fin de peine, en fin de longue peine,
qui était sur le point d'être libéré passerait devant une commission interdisciplinaire avec un représentant de la police, du préfet, un psychiatre, un psychologue, etc., un magistrat, pour que soit évaluée leur dangerosité et qu'on évalue comment accompagner leur sortie de prison. Et donc là, dans ces commissions, j'ai travaillé avec l'une d'entre elles, on voit passer des gens qui ont passé 15 ans, 20 ans, 25 ans. L'un d'entre eux a passé 33 ans en prison. Donc des gens qui correspondaient un peu à une des descriptions qui a été faite par les intervenants précédents. Sauf que quand ça a été créé, c'est une juridiction, enfin c'est une forme de juridiction nouvelle, eh bien il n'y avait aucun budget pour faire ça. Donc les commissions à qui il y avait 6 commissions qui ont été créées en France, sont trouvées dans la situation de faire passer ces détenus en fin de peine et d'avoir aucun budget pour les faire venir. Donc celle avec qui j'ai travaillé, elle a fait partie de les entendre par visioconférence. Et les participants, et moi-même d'ailleurs au début, pensaient que c'était pas terrible quand les visioconférences, ça serait mieux de les avoir sur place. Les visioconférences, justement, c'est des outils, c'est pas tout à fait la présence, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Et moi-même, je pensais ça au début. Et je me suis aperçu, après, en regardant d'un peu plus loin, c'est que la commission que je regardais, c'est la seule qui entendait les gens par visioconférence. Les 5 autres, à l'époque, ne faisaient que traiter les dossiers, ne voyaient même pas les personnes pour évaluer leur dangerosité. Elles se contentaient de traiter les rapports d'experts. Aujourd'hui, je crois que c'est 2 qui font visioconférence et 4 qui font par dossier. Et donc, je me suis aperçu que l'opposition importante, c'était peut-être pas vraiment entre pleine présence et outils de communication ou visioconférence, c'était entre possibilité de dialogue, qu'ils soient en présence ou par visioconférence, ou au contraire, traiter les gens en absence, traiter des dossiers, traiter des profils. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que je pense, c'est que l'enjeu, il n'est pas tant au niveau de la présence que justement au niveau de maintenir, de préserver les conditions du dialogue, quelles qu'en soient les modalités, quitte à être créatif sur cette modalité. Voilà, c'est le premier point que je voulais vous soumettre à votre attention. Le deuxième point est plus simple. C'est l'idée qui vous est familière, qu'il y a comme on peut discuter de ce qui est nouveau, de ce qui ne l'est pas, mais il y a comme une évolution, une transformation assez rapide des formes de communication, des attentes concernant la manière de produire des échanges, de partager, et de construire des formes de relations qui soient satisfaisantes. Tout ça évolue, si vous pensez que c'est nouveau, ou se redistribue, si vous pensez qu'il n'y a pas tant de nouveau que ça, ce qui est possible aussi. Et ça se fait à un rythme qui est, je dirais, de l'ordre de 10 à 15 ans. Les transformations des technologies font que le paysage technologique, tous les 15 ans à peu près, il est assez transformé pour que les générations qui soient socialisées dans ce nouveau paysage technologique, elles aient des compétences différentes et elles développent des attentes différentes. Vous avez des vagues successives qu'on peut repérer, l'Internet des années 90, les mobiles des années 2000, les réseaux sociaux aujourd'hui, tout un tas de choses qui reconfigurent assez le paysage technologique pour que, pour les gens en particulier qui sont des gros utilisateurs de ces affaires-là, ça transforme les choses. Alors, je suis aussi conscient, quand je parle de gros utilisateurs, qu'il y a des formes d'exclusion très importantes et que certaines des personnes que je vais décrire ne correspondent pas aux formes d'exclusion les plus radicales que vous avez décrites et qui ont été décrites dans ces interventions auparavant et qui, bien sûr, n'ont pas accès forcément à tout ça. Mais en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a des effets de vagues technologiques et de vagues générationnelles. Des gens qui sont confrontés à des paysages technologiques qui sont différents, qui, de fait, acquièrent des attentes relationnelles et des manières de faire qui sont un petit peu différentes. Et ça pose des questions à certaines institutions. J'ai eu l'occasion de travailler avec SOS Amitié en particulier, et ça rejoint un point qu'a fait une intervenante, celle qui présentait quelque chose sur Facebook, je crois tout à l'heure, qui est que le problème qui se posait à SOS Amitié, c'est qu'ils se rendaient compte qu'ils n'arrivaient pas à toucher les jeunes générations. Ils n'arrivaient pas à toucher les jeunes générations, parce que les jeunes générations, elles ne téléphonaient pas ou elles n'aimaient pas téléphoner. Leur constat, c'est qu'elles n'aimaient pas avoir de longues relations téléphoniques. Et donc, dans leur métier traditionnel qui était l'aide aux suicidants par téléphone, ils touchaient des générations plus âgées, mais ils arrivaient de moins en moins à toucher les jeunes générations. C'est dans ce cadre-là que j'ai collaboré avec eux, parce qu'ils voulaient justement mettre en place quelque chose qui était de l'ordre d'un forum et d'un site internet, dans l'espoir qu'en changeant de modèle de communication, ils allaient pouvoir traiter ces personnes différentes dont ils pensaient que leur type d'aide, leur type d'aide traditionnel ne convenait pas ou qu'ils ne touchaient pas. Et donc le travail donc le premier point, c'est ça, c'est que par rapport à cette évolution plutôt des pratiques de communication,
il y a des populations qui peuvent devenir plus difficiles à toucher suivant qu'on travaille sur telle ou telle modalité d'interaction, de rencontre, d'échange ou de construction de la présence. Et le travail qu'on a fait avec eux, et c'est juste ce point-là que je voudrais faire, c'est un petit point, mais je pense qu'il est important, c'était qu'en travaillant avec eux justement sur à la fois la manière dont ils écoutaient au téléphone les suicidants, la manière dont ils traitaient leur courrier électronique, ils se sont aperçus, et je me suis aperçu avec eux, à quel point les compétences de l'écoute, si on peut appeler ça écoute, parce que ce n'est pas la même chose dans les deux cas, sont différentes. Changer la modalité de l'assistance, c'est aussi changer radicalement les compétences, ce qui fait sens dans la relation, et ça demande un travail spécifique, un travail de formation, un travail spécifique, et qui était dans leur cas assez important. Donc toutes ces adaptations, à la fois ces adaptations, on sent qu'elles sont nécessaires, on sent que dans certains cas, pour toucher certaines populations, il faut aller vers d'autres manières d'établir la relation d'écoute et d'aide, mais en même temps, aller vers ces autres manières, c'est aussi changer radicalement des façons de faire et des compétences relationnelles et interactionnelles. C'était mon deuxième point. Mon troisième point, que je développerai un petit peu plus que ces deux points, c'est de revenir sur cette idée de la présence. L'idée de la présence comme quelque chose qui est central dans la manière dont une relation interpersonnelle convenable, faite sur une empathie, un partage satisfaisant, doit se construire. Et je pense que cette idée-là, ce primat-là, encore une fois, je pense qu'on l'a tous un petit peu en tête. C'est quelque chose qui fait partie de nos orientations culturelles. Il a des conséquences fortes sur la manière dont nous entretenons les liens sociaux. Parce que, à l'évidence, nous ne sommes pas dans une société où on peut se voir tout le temps. Par conséquent, si vous êtes dans cette idée que la relation, elle se construit dans la présence, eh bien, comme on ne peut pas se voir tout le temps, ça veut dire que la relation, c'est une succession de moments de présence et de moments d'absence. Et qu'il va falloir tisser quelque chose. Tout l'enjeu du lien social, c'est de tisser quelque chose dans cette succession temporelle de moments de présence et de moments d'absence. Et même, on pourrait dire plus loin que le tissage du lien social, c'est une lutte de tous les instants contre l'absence. Puisque ce qui compte, c'est d'être ensemble, quelque part, il faut toujours comme compenser les effets supposés négatifs de la séparation. Je ne dis pas que toute séparation est négative à tout moment, mais quelque part, il y a ça dans cette modalité de construction du lien. On avait travaillé dans le cas pour explorer cette idée-là et les conséquences que ça avait, en particulier sur la manière dont les gens communiquaient. Parce que je travaille beaucoup sur les outils de communication dans la position de recherche dans laquelle je suis. Et on avait travaillé sur les épreuves de la vie. On appelait épreuves de la vie, on a regardé des épreuves plutôt positives. On a regardé des choses qui étaient comme le déménagement ou l'arrivée d'un enfant, dont on pensait que ça changeait la configuration de vie des personnes, la manière dont elles pouvaient voir leurs proches et leurs intimes, et donc transformer leur manière de construire du lien. Ça pouvait agir comme un révélateur pour comprendre un petit peu comment se construit le lien social et comment justement se joue ce tissage entre présence et absence. Et donc on avait regardé des gens avant et après le déménagement, pour voir comment ils se voyaient, comment ils se téléphonaient, comment ils s'écrivaient. Et on s'est vite aperçu qu'il y avait quelque chose qui était très clair, qui était très très robuste, c'est que quand des personnes, lorsqu'elles déménagent, elles s'éloignent de leurs amis ou de leur famille, eh bien, de manière assez systématique, elles se voient moins et elles se téléphonent moins, en moyenne. Mais les visites et les coups de téléphone, s'ils sont plus rares, sont plus longs. Et c'est vraiment lié à cette forme d'articulation entre présence et absence. C'est très robuste, ce fait. C'est vraiment un truc que toutes les études, toutes les statistiques, elles convergeaient vraiment vers ça. Et on comprend bien pourquoi. C'est-à-dire, si quelque part, le lien social, c'est justement essayer de tisser quelque chose à travers l'intermittence de la présence, à travers la succession de moments de présence et d'absence, eh bien, si les visites et les coups de téléphone deviennent plus rares, ils sont plus chargés aussi, parce que chaque coup de téléphone et chaque visite se charge tout d'un coup de l'enjeu de combler un moment plus long de séparation, un moment plus long d'absence. Et il faut plus de temps pour ça. Il faut prendre plus de temps pour combler une absence qui est de fait plus longue. Donc tout ça va bien ensemble, et c'était quelque chose d'assez cohérent qui correspondait à nos attentes. Ce qui correspondait moins à nos attentes,
c'est ce qu'on a observé pour l'inverse. C'est-à-dire que les gens, parce que ça arrive aussi, quand ils déménageaient, ils se rapprochaient aussi de certaines personnes. Ils se rapprochaient de certains de leurs proches ou certaines personnes de leur famille. Et dans ce cas-là, ce qui se passait, c'est que, bien sûr, ils se voyaient plus, ça on s'y attendait. Par contre, ce à quoi on s'attendait moins, c'est qu'ils communiquaient plus par les moyens de communication. Ils se téléphonaient beaucoup plus, ils échangeaient beaucoup plus de messages, ils échangeaient beaucoup plus de mails ou de choses comme ça pour ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire que non seulement ils se voyaient plus, ce qui est un peu attendu, parce que justement, la distance est un facteur critique dans la possibilité d'empêcher de se voir, donc ils étaient plus proches, ils se voyaient plus, mais ils communiquaient aussi beaucoup plus. Et ça, c'est plus difficile à comprendre, parce que là, pour le coup, puisqu'ils se voient plus, ils ont moins cet enjeu de compenser des moments de séparation par le recours à des pratiques de communication. Et ça a commencé à nous pointer vers une réflexion sur le fait qu'il y avait peut-être une autre modalité en fait, de construire le lien social et qui conduit à une autre façon de penser la question de la présence et la question de l'absence. Je vous donne juste un exemple d'une série d'interviews qu'on avait recueillies dans le cadre de cette étude de deux meilleures amies. Ces deux meilleures amies, l'une d'entre elles qui racontait la relation qu'elle avait avec sa meilleure copine. Elle disait ceci, c'est une étude qui était au début des années 2000. On s'appelle tous les soirs. On peut s'appeler 4 fois dans un soir. On reste pas longtemps, c'est pour dire des bêtises, pour rigoler. Elle me laisse des messages sur le répondeur, je la rappelle pour dire je me prépare, je suis arrivé. Donc non seulement on communique plus quand on est proche, et pour ces liens intimes, mais on communique énormément. On reste appelé comme ça 4 fois, 5 fois, 6 fois. Vous avez des jeunes qui restent connectés en messagerie instantanée pendant 7 heures dans la journée, qui vont échanger 50, 100 messages. Donc vous voyez à travers ça quelque chose qui se dessine, qui est une autre forme d'entretien de la relation interpersonnelle, et même de construction de l'intimité, parce que ça vaut beaucoup pour les relations fortes, pour les relations intimes, parce qu'il faut du temps pour ça. Donc on ne peut pas le faire avec n'importe qui non plus. Donc on fait ça avec quelques personnes, parce que pour des raisons évidentes de disponibilité. Et cet autre régime, il pointe vers le fait qu'il y a une très très grande fréquence de ce qu'on peut appeler les contacts. Et j'appellerais les contacts toutes les manières en fait, de rentrer en contact. Que ce soit parce qu'on se voit en présence, que ce soit parce qu'on se téléphone, que ce soit parce qu'on s'envoie des messages, que ce soit parce qu'on va sur Facebook poster des trucs, tout ce que vous imaginez des outils de communication. Donc, un régime du lien qui au fond, tous les contacts sont importants. C'est pas que certes, la présence est différente d'envoyer un SMS, mais quelque part, ce qui est important, c'est d'entretenir ce flux continu de contacts. D'entretenir une forme de présence dans laquelle il y a une continuité des contacts. Et dans ce cadre-là, parce qu'on continue à ne pas, même si on est proche spatialement, à ne pas pouvoir se voir tout le temps, à moins de vraiment cohabiter, et même en cohabitant, ce n'est pas évident. Donc de remplir, au fond, ces moments qui étaient auparavant des moments de séparation par un flux continu d'échanges sur différents moyens de communication. Et tout ça, tout ce mélange-là, toute cette accumulation-là, c'est ça qui fait le lien, c'est ça qui fait la relation, c'est ça qui fait les conditions du partage. Et parce qu'il y a beaucoup d'appels et beaucoup de contacts, certains sont très courts. Et justement, ce qui va caractériser cette modalité-là, c'est que vous aurez beaucoup de messages ou d'appels téléphoniques qui sont pour rien, pour dire un petit truc, pour dire bonjour, pour faire coucou. Faire coucou est une expression qu'on trouve beaucoup chez les gens qui... Donc on partage un état, on exprime une sensation, mais on ne peut pas forcément rentrer dans un long récit, en tout cas dans beaucoup de ces contacts et beaucoup de ces échanges. Et on se rassure finalement sur la force du lien par cette multiplication de petits gestes de communication. Et je pense qu'on peut parler d'une autre forme d'entretien du lien, d'une autre forme de présence, une forme de présence connectée, qui repose non pas sur la gestion de moments de séparation, de moments d'absence, mais sur la capacité à entretenir un flux continu, presque continu, de contacts, qui vient concrétiser le lien. Et là, il ne s'agit plus tant de lutter contre l'absence que de lutter contre le silence. C'est le silence qui est insupportable. C'est justement que de passer 1 heure sans avoir eu un signe de l'autre qui devient insupportable. Donc il y a un glissement dans ce vers quoi on lutte dans le tissage du lien, de l'absence dans la première conception, qui reposait sur l'idée que la présence face à face, c'était la façon de concevoir le lien, vers quelque chose dans lequel le lien se tisse dans une lutte incessante contre le silence.
ce qui est assez différent. Alors, c'est aussi coûteux de faire ça. Ça pose, comme je l'ai dit, des questions de disponibilité. On n'est pas toujours disponible pour tout un tas de formes de contact, et donc ça révèle plusieurs choses. D'une part, ça explique pourquoi vous avez un développement aussi grand de tout ce que sont les systèmes de messagerie. Envoyer des messages et une réponse qui vient plus tard, à la différence d'une visite en présence ou d'un coup de téléphone. Parce que justement, toutes ces modalités-là permettent de gérer les tensions sur la disponibilité que pose l'établissement d'une forme de présence connectée. Donc, vous avez ce point-là, vous avez ce point sur la disponibilité, et vous avez aussi l'idée que quand vous êtes dans cette modalité de présence connectée, tisser du lien, ça devient un projet. Il faut apprendre à gérer toute une modalité de type de communication pour créer ce flux continu de présence. Et les jeunes générations sont extrêmement habiles et compétentes à gérer ça. Et ça, vous le voyez, pour ceux qui ont des enfants adolescents, je pense que ça doit être relativement évident. Justement, gérer de façon très très subtile une panoplie toujours plus grande et toujours plus riche, toujours plus complexe de moyens de communication, sous des contraintes, bien sûr, de disponibilité. Et une autre conséquence de ça, c'est que justement ce développement d'échange, où l'action de la disponibilité devient cruciale, tout en luttant contre le silence, ça vient aussi révéler, d'une autre manière que celle que j'ai introduite au début de mon exposé, le caractère coûteux de certaines formes de dialogue. Peut-être pas tant de présence en coprésence, quoique ça en fait partie, mais de dialogue. C'est-à-dire que les formes d'interaction, se parler en coprésence, se parler au téléphone, voire même être en messagerie instantanée, ça paraît coûteux parce que justement c'est très engageant. C'est très engageant en termes de disponibilité et c'est très engageant également en termes affectifs. Par opposition, les modalités différées, les modalités de messagerie apparaissent comme une ressource à beaucoup de personnes qui sont dans ce régime d'entretien du lien par la présence connectée, comme une manière de se protéger un peu de ces effets engageants et coûteux émotionnellement, cette fois, de relations directes, enfin de relations de dialogue direct. Et tout le jeu, ça va être en fait de lutter contre le silence en tissant ensemble un équilibre entre formes de communication qui reposent sur un dialogue direct, téléphone ou face à face en particulier, et des formes de communication qui sont de l'ordre du message, ne supposent pas un dialogue direct, mais justement assurent un peu comme quelque chose comme le tissu conjonctif en fait du lien, assure cette continuité temporelle. Donc le problème, pour cette forme d'entretien du lien, c'est vraiment la question du silence. Et je pense que c'est quelque chose qui est très profond dans nos sociétés et qui est plus large que la question de la communication que je vous décris. Je pense que le silence nous est culturellement insupportable, et je pense que plus généralement, particulièrement dans la période contemporaine, l'ennui nous est culturellement insupportable. Il y a quelque chose qui s'est inscrit dans les dernières années, qui est vraiment une hantise, aussi bien du silence que des moments où on ne fait rien, des moments où on ne parle pas, des moments qui ne correspondent pas à quelque chose et on ne peut pas trouver un sens, on peut pas leur trouver un sens immédiat. Ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau. Je pense que cette hantise de l'ennui, du temps mort au sens du temps qui ne participe pas à une réalisation de soi, c'est quelque chose qui s'est construit historiquement, qui émerge sans doute avec le romantisme et l'idée qu'on doit se réaliser soi-même, qu'on ne peut pas s'appuyer sur la religion, la coutume ou ce que vous voulez, mais que vous devez vous réaliser vous-même et que par conséquent, tous les moments qui paraissent vides et où on ne se réalise pas soi-même sont forcément chargés de négativité et quelque chose qui est difficile à supporter. Mais les orientations actuelles qu'on a vers la fragmentation des activités, le recours aux outils de communication, la présence connectée dans l'ordre relationnel que j'ai décrit, tout ça fait qu'il y a comme une hantise contemporaine, justement, à ces temps morts, aussi minime soit-il, et à toujours faire quelque chose. Sortir son SMS, sortir son mobile, envoyer un message, faire quelque chose. Et je pense que la hantise du silence qui caractérise la présence connectée, c'est la forme que prend dans l'ordre des relations cette hantise très contemporaine de l'ennui. Quelques minutes. D'accord, c'est bon. Alors, cette idée que la communication puisse être un projet, je pense aussi quelque chose qui peut être intéressant pour d'autres types de relations que la relation interpersonnelle, la relation intime.
De penser des relations en général institutionnelles, des relations de care, comme quelque chose qui peut se déployer de manière créative sur différentes modalités de communication. Auquel cas, la relation de care, la relation d'écoute, et c'était un petit peu ce que cherchait à faire SOS Amitié avec leur téléphone et leur email, ça devient des projets communicationnels qui reposent sur une compétence à interagir avec les personnes sur différentes modalités. Et ça, je pense que c'est radicalement nouveau. Voilà. Dernier point, je vais aller très vite là-dessus. Mon dernier point, en fait, je pense qu'il a déjà été abordé par les personnes qui sont intervenues sur les réseaux sociaux au début. C'est l'idée également que dans beaucoup de cas, avec le développement des réseaux sociaux, tout ce qui est de l'ordre de la relation de partage, ça ne se vit plus sur le modèle qu'on peut avoir en tête de deux personnes en face à face qui se parlent à voix basse, très proches, dans une relation intime, mais ça se passe de façon semi-publique, sur des forums, sur des réseaux sociaux, c'est-à-dire en présence de groupes d'acteurs, de collectifs, qui peuvent être des amis si vous êtes sur Facebook, ça peut être des gens qui ont vécu la même expérience que vous sur les forums qui ont été évoqués plus tôt, ça peut être un mélange de professionnels et de pairs, ça peut être mixte, mais dans tous les cas, le partage, il se construit dans une situation de semi-publicité, où ce qui est dit par certaines personnes est vu par d'autres qui peuvent évaluer, commenter, et donc très clairement, dans cette dynamique des réseaux sociaux, certaines formes de relations d'écoute, certaines formes de relations d'entraîne deviennent quelque chose qui est collectif. Et donc si la relation d'aide peut devenir un projet au sens des communications auxquelles j'ai décrit précédemment, il faut aussi le penser maintenant comme un projet collaboratif qui implique d'autres, qui implique des collectifs. Je vous remercie de votre attention.